Bonjour à tous et puis encore une fois merci à l'association de m'accueillir une seconde fois. Aujourd'hui je voulais traiter un thème qui n'est pas forcément connu du grand public, connu des thérapeutes, mais comme la dernière fois je voulais faire un tour d'horizon assez global du thème de l'enfant intérieur. Nous sommes tous traumatisés de naissance dans les premiers moments de notre vie, quand on a coupé le cordon ombilical. Il a fallu respirer par soi-même, se nourrir par soi-même, vivre par soi-même. Et on peut dire qu'est né le désir de vivre. Nous étions 100% vulnérables, 100% dépendants. Et associé à ce désir de vivre, est née la peur de l'abandon. On m'a souvent dit, alors je vais dire je à chaque fois, c'est pas moi qui ai toutes les pathologies, tout ce que je vais indiquer, bien que bon ça pourrait. On m'a souvent dit, en fait, je te reconnais pas quand tu conduis la voiture, je pensais pas que tu conduisais comme ça. Et ben depuis Freud, nous savons que nous sommes plusieurs. Il y a le ça, le moi, le surmoi. Donc la conscience, l'inconscient ou alors le subconscient. Mais parfois nous oublions que nous portons encore avec nous un double, c'est notre enfant intérieur. Nous sommes comme un millefeuille, l'enfant qu'on a voulu être, l'enfant qu'on a été, l'adulte qu'on est, l'adulte qu'on a voulu être, et toute l'identité transgénérationnelle qui nous a été léguée. Et si on est plusieurs, on comprend mieux pourquoi nos comportements vont différer. Selon qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, selon qu'on soit dans l'intimité, dans la société, comme par exemple ce chef d'entreprise autoritaire, sûr de lui, qui en rentrant chez lui, une fois franchi le seuil de la maison, eh bien, va s'effacer. Son comportement va changer, redevenant peut-être l'enfant soumis, timide qu'il était. On comprend mieux pourquoi on a certains comportements qui nous échappent, régressifs, puérils, cycliques. En fait, incontrôlables. Et on est dans des situations qui nous échappent complètement. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai mangé la dernière part de gâteau. Voilà, c'est quelque chose qui nous arrive tous. Voilà, on est dans des comportements immaîtrisables auxquels on n'a pas accès, auxquels toute la bonne volonté, toute la rigueur n'y feront rien en fait. Donc malgré notre discipline, en fait, nous allons laisser reproduire des cycles, nous n'allons pas forcément apprendre de notre passé parce que c'est quelque chose auquel nous n'avons pas accès spontanément. Et c'est là d'ailleurs que les limites de toute la pensée positive. Il ne va pas suffire juste de... Alors, attention, la pensée positive, ça a du bon. Je fais une parenthèse, bon, c'est vrai que si on croit à la loi de l'attraction, etc., il vaut mieux être dans l'énergie positive et la pensée positive. Ceci dit, ça ne solutionne pas tout. Et notamment, ça ne va pas solutionner ce type de réaction qui nous échappe et en fait qui nous guide au quotidien dans tous nos choix. Ouais, c'est ça. La raison de tout ça, c'est que nous portons en nous notre enfant intérieur qui justement est toujours en réaction avec ce qu'il a vécu, et c'est lui qui va régir les comportements vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autorité, justement parce qu'il est toujours en réaction, et face aux mêmes situations, vous allez avoir le même type de comportement. Alors l'enfant intérieur devient persécuteur lorsqu'il y a une situation inachevée, lorsqu'il a eu un manque, peut-être n'a-t-il pas été à sa bonne place, peut-être a-t-il été mis devant des responsabilités d'adulte beaucoup trop tôt, peut-être a-t-il été témoin de violence et d'injustice, témoin impuissant. Y a-t-il eu un inversement de rôle? A-t-il dû être le thérapeute de ses parents, par exemple? Tout ceci font qu'il a eu une idée d'inachevé, d'une enfance. L'enfance qu'il a eue n'est pas l'enfance qu'il
qu'il aurait dû avoir. Dès tout petit, l'enfant sait mettre en place des mécanismes compensatoires pour contourner ses peurs, mais ils vont les rendre dépendants. Donc, par exemple, je vais cesser des démonstrations d'amour envers mon entourage parce que j'ai peur d'être rejetée, tout simplement. Donc, petit à petit, il va y avoir une inhibition et un comportement qui sera modifié. Parce qu'on a trop peur, en retour, d'être dans une situation de rejet qu'on a éventuellement déjà connue avant. L'adulte va faire de même, va garder ses comportements compensatoires. Alors, comment expliquer alors, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'enfant intérieur blessé. Parce qu'il y a des adultes qui portent en eux des enfants intérieurs joyeux, il y en a quand même. Cela m'intéresse moins, si vous voulez. Bien que du fait qu'on est, comme je disais, comme j'ai commencé tous traumatisés de naissance, bien que je pense qu'à la base, il y a une blessure originelle. Mais ces adultes-là ont su sublimer, en fait, cette souffrance. Allez, ça, je reviendrai plus tard. Alors, quelles sont les causes des blessures de l'enfant intérieur? Il y a tout d'abord le traumatisme. Au moment du traumatisme, le cerveau ne fait plus la distanciation entre l'événement et le temps parcouru. C'est un peu comme si, en fait, il y a une histoire. Alors, ça y est, j'avais oublié les photos. Il y a une histoire d'amygdale, on ne voit pas très bien en plus, et d'hippocampe. Les informations sensorielles, en fait, sont stockées dans l'amygdale. Et c'est l'amygdale qui va répartir où doit aller l'information. Le problème, c'est qu'au moment du traumatisme, il y a un trop-plein d'adrénaline. Et ce trop-plein d'émotions va rester dans l'amygdale et on va déconnecter les centres du raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir faire un récit logique de notre traumatisme, on va le vivre. De toute façon, les personnes qui ont un traumatisme ont un problème avec la temporalité. C'est-à-dire que quand on repense à notre traumatisme, c'est comme si on le revivait à chaque fois. On est dans un éternel présent. On n'a pas su faire la distanciation nécessaire pour le reléguer en tant que souvenir. Et tout le problème vient de là. C'est-à-dire quand on repense à notre traumatisme, on est dans un état physiologique, immunologique, psychique, identique à celui au moment du traumatisme. Avec, donc biologique, c'est-à-dire les battements cardiaques, l'émotion qu'on avait au moment du traumatisme. Et sur l'IRM, des recherches ont montré, on voit très bien des zones qui sont atrophiées et des zones qui sont surdéveloppées. Et on peut parler d'une biologie du traumatisme, car il y a un état physique avant et un état physique après le traumatisme, en fait. Et lorsque le patient repense à son traumatisme, eh bien, c'est les zones de la peur qui sont activées, les zones de la motricité, alors que les zones de la parole sont complètement inhibées. Donc on voit bien que dans le cerveau, il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça que ce trop-plein d'émotions ne nous permet pas de reléguer ça au stade du souvenir. Et comment dire, et c'est pour ça que les personnes traumatisées aussi ont un très mauvais filtre. Elles n'apprennent pas de leur passé. Elles laissent reproduire les cycles. On le voit aussi dans les carences affectives. Il n'y a pas que le traumatisme. Récemment, des études ont montré qu'une carence affective, il y a une corrélation réelle entre dépression, carence affective et altération du cortex. Et la partie du cortex qui a été altérée, eh bien, c'est celle qui régule les émotions, justement, d'où ce trop-plein d'émotions. Et c'est celle aussi qui est liée à l'estime de soi. Donc le problème de mauvaise image de soi lorsqu'on a été traumatisé. Donc alors, l'enfant intérieur dans tout ça. En fait, on a dit, c'est comme un flash photo. Au moment du traumatisme, le temps va s'arrêter. Une partie de nous-mêmes, en fait,
continue à évoluer et une autre partie de nous-mêmes est restée à ce moment-là. Et pour moi, alors et bien sûr, j'ai oublié de le dire, tout ce que je dis, alors ça vient des lectures à droite à gauche, c'est aussi quelque chose qui m'appartient, on va dire, ça n'engage que moi. C'est la parenthèse. En fait, c'est un autre nous-mêmes que nous laissons sur place, qui a l'âge du traumatisme. Et comme la plupart des traumatismes se font quand même dans l'enfance, c'est un petit enfant que nous laissons derrière nous. Françoise Dolto nous dit de toute façon tout se passe avant l'âge de 3 ans, donc ça peut être très très tôt et ça peut être très très refoulé. Alors plus le traumatisme est élevé dans l'enfance, plus on va maltraiter son corps avec des symptômes comme la dépression, l'obésité, l'alcoolisme, ça peut aller jusqu'au suicide, et des études ont montré qu'il y a 46% de corrélation entre traumatisme et alcoolisme. Donc il y a vraiment un lien direct. De toute façon, il y a un lien direct aussi avec les dépendances, mais je ne vais pas forcément développer aujourd'hui. En fait, notre enfant intérieur a peur de ne pas recevoir ce dont il a absolument besoin. C'est-à-dire l'amour, mais l'amour gratuit, l'amour uniquement pour lui-même. Évidemment, la protection, l'admiration. Donc s'il a été propulsé trop tôt dans la vie d'adulte, par un traumatisme justement, il n'a pas eu le temps nécessaire à sa croissance. Il a pris en charge des responsabilités beaucoup trop tôt et on est dans l'achevé et on maintient en nous cet état-là, quelque part en nous, ce petit enfant-là qui est prisonnier de son traumatisme. Alors il n'y a pas que le traumatisme qui crée des blessures de l'enfant intérieur. Il y a des cas de figure où on a des individus qui ont reçu tout l'amour nécessaire dans leur enfance, qui ont fait l'objet d'une attention constante de leurs parents, et pourtant, dans la vie adulte, ils sont dépressifs, ils manquent de confiance en eux, ils se sentent complètement nuls et incompétents. Et on voit en fait que l'amour qu'ils ont reçu était un amour étouffant. Et on voit une corrélation entre la surprotection et la mauvaise image de soi-même, la mauvaise estime de soi-même à l'âge adulte. Et ce qui peut être ambivalent en fait. D'autant plus que il y a des cas de figure, je l'ai évoqué tout à l'heure, on va le développer un peu plus. Si on a été le thérapeute de ses parents, quelque part on a pris en charge ses parents, eh bien on nous a maintenus dans ce rôle-là d'inversion de rôle et on a cette enfance qui est inachevée. On ne nous a pas laissé faire toutes les bêtises, on ne s'est pas donné la possibilité de faire toutes les bêtises qu'on avait le droit de faire parce que on était censé prendre en charge, avoir une attitude d'adulte en fin de compte. L'enfant intérieur est aussi blessé lorsqu'il est conçu comme rafistolage dans le couple. C'est-à-dire que c'est un médiateur, c'est un objet de conciliation entre les parents. Et le problème, c'est que ce rôle-là, il va le maintenir dans l'immaturité, en fait. Il ne va pas savoir s'extraire en grandissant de ce rôle-là, parce qu'il va avoir l'impression que si jamais lui il grandit, il n'a plus ce rôle-là, et ses parents vont se séparer, puisqu'il a très bien compris, étant enfant, le rôle qu'il devait avoir. C'était celui de ce conciliateur. Donc d'où certaines pathologies comme l'anorexie, où on refuse de grandir, on refuse de voir son corps changer, de peur de perdre ce rôle auquel on peut difficilement échapper, puisque du coup on va voir s'effondrer la relation parentale. Et encore plus douloureux, il peut aussi y avoir des blessures de l'enfant intérieur lorsque l'enfant va endosser la responsabilité de son existence. Alors peut-être avez-vous entendu pour vous-même ou autour de vous des phrases en fait moi je me suis sacrifiée pour toi, j'aurais fait un autre job si je t'avais pas eu, j'ai loupé ma carrière, etc. Alors autant dire que construire son identité psychique là-dessus c'est un peu compliqué et ça laisse des blessures. Ou alors l'enfant il a servi de bouée de sauvetage, comme on a dit tout à l'heure,
à un parent dépressif qui s'est accroché, qui a même vécu par procuration à travers cet enfant-là. Donc c'est un peu, voilà, il n'a pas forcément, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'a pas forcément manqué d'amour, mais le surinvestissement dont il fait l'objet ne correspond pas à de l'amour gratuit de l'enfant uniquement pour lui-même, mais pour le symbole qui revêt en fait. Alors, il y a aussi une des grandes blessures de l'enfant, c'est la culpabilité, et qui va grandir en nous et qu'on va porter jusqu'à l'âge adulte. Et il faut différencier deux facettes du complexe d'abandon. On a le complexe d'abandon, bien sûr, lorsqu'on est victime, c'est-à-dire qu'on a été abandonné, bon, bien sûr involontairement par le décès d'un des parents, mais bien sûr ça peut être un abandon émotionnel, c'est lorsque les parents vont surinvestir un autre membre de la fratrie, eh bien parce qu'il a un handicap ou on sent qu'il est plus fragile. Il y a aussi un abandon émotionnel parce que justement il y a un des parents est dépressif, ils ont du mal à se prendre en charge, donc évidemment on va un petit peu être laissé de côté. Mais la deuxième facette du complexe d'abandon, c'est lorsque nous-mêmes nous abandonnons nos parents, nous avons en tout cas le sentiment, nous allons porter en nous la culpabilité que nous allons abandonner nos parents. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est lorsque nous on a un rôle de médiateur. Et donc vivre avec cette culpabilité-là, inconsciente, bien sûr c'est compliqué, ça laisse des blessures. D'autant plus qu'il y a certains cas de figure un petit peu dramatiques où il y a réellement un décès des parents, et je vais aller encore plus loin, un décès des parents du même sexe au moment du complexe d'Édipe. Alors autant dire qu'on va porter la culpabilité, mais écrasante, d'avoir évincé sa rivale, bien que dans la réalité ce ne soit pas le cas. Eh bien l'enfant va garder en lui cette projection inconsciente, cette culpabilité d'être le responsable de la mort du parent, alors qu'en réalité il n'y a pas de corrélation, mais il va construire sa personnalité là-dessus. Donc forcément, ça ne va pas très bien se passer. Alors il y a des comportements, il y a certains profils, je ne sais pas ce que je voulais dire après, attendez. Alors c'est pas encore là. Il y a certains profils qui paraissent jouir au contraire du bah là il n'y a pas de problème d'enfant intérieur, ils sont bons vivants, ils aiment profiter de la vie, ils sont dans l'exubérance, ils sont dans l'excès, ils sont dans la fidélité, ils sont dans la recherche des limites, c'est des personnalités borderline, je dirais. Et justement, elle cache aussi un enfant intérieur blessé. Elle cache aussi la culpabilité. Sauf que, je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est en fait une autre facette de la culpabilité. D'un côté, donc, on a les personnalités qui sont inhibées. Et de l'autre côté, on a les personnalités avec des attitudes complètement exacerbées. Mais il y a toujours un enfant intérieur blessé derrière tout ça, avec dans les personnalités borderline, l'idée, c'est de chercher toujours les limites, c'est de chercher toujours, en fait, la sanction. Parce qu'on ne peut pas, pour faire sortir cette tension intérieure, cette culpabilité qu'ils ont, c'est une autre façon de faire. Et d'ailleurs, il y a des tempéraments qui vont osciller entre les deux. Une même personne va avoir des phases où elle est dans l'excessif et des phases où elle est dans l'autopunition. Alors, parfois aussi, les blessures de l'enfant intérieur, ça n'a rien à voir avec tout ça, elle peut être, comme on l'a dit tout au départ, transgénérationnelle. Et là, malheureusement, elle n'y est pour rien, mais enfin avant non plus. C'est le cas par exemple lorsque l'enfant, alors on a des cas de figure, l'enfant va porter le nom d'un membre de la famille qui est décédé. Et alors les parents vont avoir l'idée géniale, en hommage de tel ou tel membre de la famille qui est décédé, peut-être juste avant la naissance de l'enfant, je vais nommer ma fille
du nom de ma sœur qui est décédée en hommage. Alors voilà, ça c'est un petit peu lourd. Et on a vu, ils portent un petit... En fait, ces enfants-là vont porter le fantôme de ce défunt. Et, ils sont un peu le symbole du deuil non accompli des parents. Donc c'est lourd à porter et on va avoir des cas de figure où cet enfant-là, à l'âge adulte, va développer certains symptômes qui sont similaires en fait, à la cause du décès de la personne dont ils ont le nom. Comme par exemple, on a le cas d'une patiente qui va souffrir d'étouffement, d'asthme, de troubles respiratoires, de crachats, etc. Et il s'avère qu'elle porte le nom de sa tante qui est morte de tuberculose. Alors, bizarrement, elle est allée chercher les mêmes symptômes involontairement, bien sûr. Mais bon, elle avait quelque chose à exprimer. Hein. Il y a un autre cas de figure aussi. C'est lorsque l'enfant a été conçu beaucoup trop vite après une fausse couche ou après la mort d'un nourrisson. Et de la même façon, cet enfant va porter le fantôme de ce petit défunt. Et il va être encore le symbole d'un deuil inachevé et encore plus d'une fécondation inaboutie des deux parents. Donc ça va être pas simple pour lui. Alors il y a d'autres cas de figure, je ne vais pas forcément tout citer, mais il y a le cas de figure où l'enfant, par exemple, n'a pas de blessure, d'abandon, quoi que ce soit, a eu un amour complètement équilibré, bien que, mais les parents eux-mêmes ont subi des complexes d'abandon. Ce qui fait que lui va absorber tout ça et va vivre dans un mal-être, parce qu'il est porteur. Voilà, il y a des familles où l'enfant en fait est révélateur. Et ça c'est encore autre chose. Et ce dont on s'attend encore moins, on voit du coup qu'on a certains comportements qui sont liés à nos blessures, qui sont refoulées. Et ce dont on s'attend encore moins, c'est aussi dans la relation de couple. Et parfois dans le couple, le choix n'est pas fortuit. En fait, ce sont les deux enfants intérieurs qui vont s'attirer. Mais de façon à créer une codépendance complètement toxique. Et malheureusement, ce sera voué à l'échec. Parce que chacun recherche dans son partenaire une compensation de ce qu'il n'a pas eu, une prothèse narcissique, c'est un pansement. Et donc le partenaire, il n'est pas choisi pour lui-même, pour avoir une vie à deux équilibrée et harmonieuse. Il est choisi comme thérapie. Donc on va rester dans l'immaturité et on va le maintenir dans une immaturité aussi, parce que ça va être compliqué, nous, en tant que couple, par exemple, d'avoir des enfants et de les éduquer, si on est le thérapeute de son mari ou de sa femme, etc. On reste dans un rôle unique, en fin de compte. De la même façon qu'on a vu l'enfant thérapeute, eh bien, malheureusement, dans cette reproduction de cycle, si on a tenu ce rôle-là, eh ben, pas de chance, on va être attiré par des partenaires mais qui sont dans des difficultés pas possibles. Il va falloir qu'on les sauve, reproduire ce qu'on sait faire, uniquement ce qu'on sait faire, ce qu'on nous a laissé faire. Et c'est pareil, on ne va pas être dans l'émancipation. Je ne vais pas développer plus que ça les cours, parce qu'il y a plein de cas de figure, et puis je ne suis pas forcément thérapeute de couple. Mais il faut savoir, je devrais, mais il faut savoir qu'en fait, voilà, le choix, en fait, on croit choisir les choses, et le libre arbitre, on ne l'a pas forcément. C'est vraiment notre enfant intérieur qui guide la plupart de nos choix. Alors on se dit, mais comment se fait-il que je ne me rends pas compte de tout ça? Comment ça se fait-il que je n'ai pas accès à cet enfant intérieur? Eh bien, on est dans le déni. On est dans le déni parce que la peur nous maintient éloignés de nous-mêmes, en fait. L'enfant paniqué en nous, il est toujours en train, on a vu
c'est la partie de la motricité qui est exacerbée, on l'a vu dans les IRM. Donc cet enfant, il nous maintient dans l'agitation, dans l'occupation permanente. Et on a vu qu'il y a un problème avec la temporalité. Lorsque l'enfant intérieur il se manifeste, il nous détourne vraiment de notre instant présent. On est vraiment toujours avec lui, il veut toujours nous amener dans ses traumatismes et dans ses blessures, et c'est la peur qui nous guide. Ça va être, je vais citer des exemples, ça va être la peur du manque financier, de l'impuissance, du rejet, des violences physiques, de l'humiliation, tout ce qu'il a pu éventuellement subir. Et on va développer des troubles, comme on l'a vu tout à l'heure, d'inhibition, ou bien des attitudes de mise en danger, des comportements alimentaires, des dépressions. Malheureusement, dans notre quotidien, bon nombre de situations vont se mettre en résonance avec notre vulnérabilité. Et il y a des cas de figure, il y a des individus qui sont tout le temps en réaction avec ce qu'ils ont connu, en fait. Et ils sont dans un mal-être permanent. Ils sont plongés dans ce mal-être, et c'est ça qui ne permet pas la distanciation, ça ne permet pas de voir réellement où est le problème. Et puis, il y a le conditionnement social. C'est-à-dire que lorsqu'on est, nos parents décident, alors, à juste titre certainement, mais de nous apprendre, de nous inculquer le mode de vie en société. Alors c'est une bonne chose, mais simplement il y a des modes de vie, et évidemment ça va nous détourner de notre vraie personnalité, de notre personnalité initiale. Alors je vais citer vraiment le cas infiniment classique, un homme ça pleure pas. Bon, évidemment, on pense tous à ça. De la même façon, petit à petit, on va apprendre à se déconnecter de ses émotions, parce que c'est une image sociale qui n'est pas appréciée. Un homme qui pleure, etc., ça le ramène vers sa faiblesse, il risque d'être humilié, etc. Donc petit à petit, on est déconnecté de notre propre ressenti. Mais alors moi je pense qu'il faut un juste milieu, parce que apprendre les modes de vie en société, c'est quand même bien, parce que ça nous apprend la bienséance, ça nous apprend le respect de l'autre. Si on était tous en train de vouloir satisfaire des pulsions primaires et ses besoins primitifs, ça sera le chaos, ce serait vraiment le conflit permanent. Mais donc il y a ce conditionnement, et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ne confonds pas tes objectifs personnels et ce que t'impose ton rôle social, parce que malheureusement on n'a pas la vision, on n'arrive pas à différencier, c'est tellement intégré en nous depuis le plus jeune âge qu'on a du mal à différencier réellement ce qu'on veut nous-mêmes, ou est-ce qu'on porte le choix de nos parents, etc. Il y a des protocoles aussi qu'on s'inflige tout seul, malheureusement. Toujours pour vouloir se protéger. Je vais citer un exemple tout bête, c'est-à-dire que si je pense que mon entourage ne va pas spécialement me faire de cadeaux, je vais dire, moi les cadeaux, c'est pas la peine de m'en faire, j'aime pas. C'est une façon de me protéger, parce que de toute façon j'ai anticipé sur les réactions, donc j'ai essayé de limiter ma blessure, mon désappointement, si jamais j'en avais pas, écoute, j'en ai pas, c'est pas la peine. Mais quelque part, il y a une auto-frustration parce qu'on veut se protéger justement. Et c'est pour ça que tous ces dispositifs-là nous éloignent vraiment de notre propre ressenti. Et puis, il y a des mécanismes, on a un petit peu abordé tout à l'heure, d'autoprotection inconsciente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a trop plein d'émotions, quand il y a un seuil de souffrance qui est plus supportable, psychique ou moral, le sujet va s'anesthésier, et parce qu'il sait qu'il ne peut plus faire face à ces épreuves, donc du coup forcément on n'a pas la visibilité, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans les personnalités borderline, c'est-à-dire que autant qu'on a la conscience de sa culpabilité,
autant dans ce cas de figure, eh ben, on va être inhibé, on ne va pas oser faire les choses, etc. Autant quand on n'en a pas conscience, mais qu'elle est toujours là, on va rechercher des situations de punition, des situations où on flirte un petit peu avec les limites, parce qu'on sait que tôt ou tard, on sera du mauvais côté de la limite, il y aura la sanction, et c'est une façon de se décharger de cette culpabilité bien trop écrasante, qui n'arrive pas, qui n'est pas du tout consciente, qui n'intervient pas au stade de la conscience. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que notre cerveau, il est conditionné, c'est notre cerveau archaïque, il est conditionné pour la fuite, le combat ou la fuite. Et ça, ça nous a été très très bénéfique parce que nous sommes là aujourd'hui, on a compris qu'il fallait prendre la fuite devant les prédateurs. Donc c'est une méthode, le cerveau a associé ça à une méthode qui fonctionne bien. Quand il y a un danger, il faut fuir. Simplement, le danger là, il n'est pas extérieur, il est intérieur, c'est nos émotions qui nous dérangent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fuite devant des émotions qui nous dérangent. Et ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais c'est pour ça que nous perdons l'accès à nous-mêmes, en fait. Et pourtant, on sait que ce que nous fuyons nous poursuit. Donc, en général aussi, on n'est pas capable de voir sa zone d'ombre. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un effet miroir. Donc, c'est Jacques Lacan qui dit que les personnalités, en fait, la personnalité se construit en confrontation avec celle des autres. C'est-à-dire que souvent, ce que nous n'aimons pas chez nous, nous ne l'aimons pas chez les autres. Et nous nous mettons en réaction, soit en acceptation. Et souvent, on va critiquer des choses qui ne conviennent pas chez les autres, mais en fait, c'est souvent le reflet de ce qui ne va pas chez nous, mais on n'a pas cette visibilité-là. On n'a pas accès, on n'a pas conscience de cet effet miroir, on n'a pas accès à notre zone d'ombre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'accéder spontanément à notre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, en résumé, il nous persécute parce qu'il n'a pas eu l'enfance qu'il aurait dû avoir pour X raisons. Il y a peut-être eu une dépression infantile qui n'a pas été détectée, et une enfance qui a été inachevée. Et il faut prendre conscience que cet enfant, il faut lui venir en aide, il est vraiment prisonnier de son passé. Alors, dans la littérature, on va retrouver le terme de faux moi, c'est-à-dire, ça va désigner la partie en nous, justement, coincée, qui nous empêche, qui nous a déviés de notre vraie personnalité. Un peu comme si la personnalité originelle de l'enfant, elle a été occultée par l'environnement psychosocial, et ça donne naissance à une sorte d'hologramme de nous-mêmes, de représentation de nous-mêmes, mais qui n'est pas nous. Alors moi je préfère revenir au millefeuille en disant que nous sommes quand même un tout évolutif, qui n'est pas forcément le vrai moi, le faux moi. On ne peut pas être la même personne qu'il y a 10 ans. Et parfois même, la plupart du temps, le fait d'avoir ce parcours bien spécifique qui est le nôtre, avec ses souffrances, eh bien ça nous a mené ça peut nous mener à une certaine sublimation. Comment dire, on va rencontrer le terme de résilience, bien sûr, c'est-à-dire la capacité qu'on a à rester soi-même face à des événements extérieurs qui sont tragiques. Mais il y a aussi ces événements extérieurs parfois sont capables de nous sublimer. C'est-à-dire, j'ai eu une carence affective, j'ai eu vraiment cruellement manqué d'amour dans mon enfance, mais je vais m'investir dans l'amour que je porte à mes enfants. Donc là, on sublime inconsciemment. Il y a des individus qui vont avoir un mal-être, mais qui vont trouver cette porte de sortie, qui est la sublimation de leur état. Parce que de la peur va naître le courage. J'ai été rejetée, mais je deviens un individu fédérateur qui relie les gens les uns aux autres, etc. Chacun va trouver, il est possible de trouver sa propre thérapie. Et pas pour tout le monde, il y en a qui vont tourner en rond. Mais, donc c'est pour ça que je dirais, si on n'avait pas eu certaines de nos blessures, on ne saurait pas certains de nos choix positifs aujourd'hui, on ne saurait pas aussi ce qu'on est aujourd'hui.
il ne faut pas oublier aussi, alors j'ai mis ça, c'est pas tout à fait, c'est lié à l'âme, hein, mais c'est un peu dans la même perspective, c'est-à-dire qu'il faut se laisser le temps nécessaire à l'expansion de ses émotions, y compris ses émotions négatives. Il faut se laisser le temps et le courage d'affronter ces émotions négatives pour pouvoir faire la place à autre chose. Parce que tant qu'on va rester en réaction, tant qu'on est en train d'appuyer sur ce ressort qu'on ne veut absolument pas voir, de toute façon, on ne peut pas être orienté vers autre chose, c'est-à-dire vers l'amour de quelqu'un d'autre, d'un autre partenaire, ou même l'amour de ses enfants. Parce qu'on est toujours en train de régler ses comptes quand même, donc c'est compliqué d'aller accueillir autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, je n'ai pas tout à fait trouvé la phrase adéquate. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier, bon, comme la dernière fois, les photos sont absolument pas dans l'ordre de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais il ne faut pas oublier que toutes nos cellules, on a des milliards de cellules qui veulent vivre en fait. Toutes nos cellules, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'existe pas par nous-mêmes, on existe par notre génome, par tout ce qui nous a été légué de nos parents, de nos ancêtres. Ouais, voilà. Bien sûr, ce n'était pas dans l'ordre. Donc les épreuves permettent d'aller chercher leurs ressources dont tu n'avais peut-être pas conscience. C'est vrai que bon, c'est douloureux de faire face à ces blessures, mais on peut les sublimer. Donc on va aller chercher des choses comme le courage, comme certaines ressources qu'on ne pensait même pas avoir si on avait été quelqu'un de moyen avec une... Enfin, on n'est jamais moyen. Alors, c'est pas ça que je cherche. Alors en fait, donc, nous sommes programmés quand même pour la survie. C'est quand même le spermatozoïde le plus résistant qui féconde l'ovule en fait. Hein. Et nous sommes le prolongement. En fait, nous sommes dans la dépression, dans la tristesse à partir du moment où on pense qu'on est un moi séparé. Mais à partir du moment où on comprend qu'il y a un lien entre les êtres vivants, on voit ici les fœtus au premier stade, et on voit bien qu'il ne s'agit pas des mêmes espèces, et on voit qu'au premier stade de leur développement, ils sont quasiment similaires, la spécification se fait après. Donc il ne faut pas oublier qu'on est vraiment en relation avec le vivant, on est vraiment en lien, et nous portons donc des cellules qui ont cet instinct de survie. De toute façon, le développement, y compris le développement d'un continent à l'autre, etc., l'adaptation, ça fait partie de cette idée de survie des espèces, en fait, que nous portons, nous sommes programmés pour survivre, en fait. Hein. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, je suis désolée, je n'ai pas fait dans l'ordre. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a un manque affectif, il y a une carence, mais ce n'est pas perdu, on peut la sublimer. Évidemment, il faut être attentif de ne pas attirer toujours et toujours ce qui nous a blessés, mais on peut sortir d'une carence affective en autothérapie par le choix des bons partenaires. Mais là, il faut quand même que ce soit en conscience. Alors, la méthode de tout ça, comment fait-on pour s'en sortir de cet enfant intérieur? En fait, je vais dire, c'est relativement compliqué pour les raisons qu'on a vues, de s'auto-soigner son enfant intérieur, justement parce qu'on n'a pas la visibilité, on manque de recul. Alors on peut y arriver, surtout si on a fait un travail déjà avec des thérapies, déjà on a fait un travail sur soi-même, bien sûr, on peut y arriver. Ceci dit, la plupart du temps, il faut être accompagné, ça devient un petit peu compliqué. Mais je vais donner quand même quelques pistes si jamais on voulait travailler sur son enfant intérieur.
Eh bien, il faut faire, justement, il faut être à la recherche de nos blessures. Il faut essayer de regarder nos blessures en face. Et dès qu'on réagit de façon trop violente, de façon disproportionnée, inappropriée, eh bien, se poser 5 minutes et dire, voilà, là j'ai été en réaction, qu'est-ce que ça cache cette tristesse, qu'est-ce que ça cache cette colère, c'est une réponse à quelle peur, si c'est une peur, à quel sentiment. Et derrière ce sentiment, de quel désir il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de désir de plaire? Est-ce qu'il s'agit du désir de vivre? Voilà, donc le point de départ, c'est vraiment, si on réagit trop violemment, avoir la conscience de nos réactions et les accueillir. Donc c'est vrai que l'accueil, ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des milliards de ne pas oublier qu'il y a des milliards de cellules en nous qui veulent vivre. Nous sommes un lien véritable avec nos ancêtres, avec toutes les autres vivants, c'est pas moi qui le dis. Et parce qu'évidemment, faire face à ces peurs, encore une fois, on a des mécanismes inconscients qui nous protègent. Parce que l'idée de l'inconscient, c'est vraiment de contourner. Le traumatisme a été perçu comme une menace. Donc l'idée, il est là pour vous protéger, pour ne pas revivre toutes ces émotions-là, bien sûr. Il fait tout pour contourner. Et le manque de confiance en nous-mêmes ne nous permet pas de faire face à nos peurs, en fait. Parce qu'on a peur de la schizophrénie, quoi, de la fissure de la carapace. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Comment c'est l'écroulement de château de cartes? Comment je vais me reconstruire si jamais ça me mettait en pièces? C'est ça aussi. On a peur. Alors qu'en fait, c'est plus une peur de la peur. Il n'y a pas lieu. Il faut laisser accueillir. Donc, encore une fois, on dépasse les limites de la pensée positive. Parce que le problème de la pensée positive, souvent, ne laisse pas la place aux émotions négatives. Non, mais je regarde que le bon côté des choses. Ouais, non, mais ok. Mais dans la vie, il y a du bon comme du mauvais. Donc, je suis dans un mal-être parce que je suis énervée, je suis contrariée. Laissons les sentiments grandir en nous. On a toujours peur d'être avalé, phagocyté par ça, mais laissons-nous submerger, mais on s'en sortira que vainqueur de toute façon. C'est comme une histoire de sable mouvant. On pense que quand on est pris dans les sables mouvants, le fait de s'agiter, on va s'en sortir. Au contraire, on va s'enliser. Donc, prenons de la distance, laissons accueillir nos émotions, et laissons la place à cet enfant intérieur pour comprendre et surtout l'aider à faire le deuil de ce qu'il n'a pas eu. Donc, alors moi je vous invitais ensuite, c'est sûr que je ne vais pas aller plus en profondeur là-dessus, parce que le travail de thérapie de l'enfant intérieur, il se fait un peu plus dans l'intimité, il ne se fait pas à la première séance, ça demande quand même une confiance mutuelle entre le patient et le thérapeute. Je ne sais pas parce que vous allez arriver que je vais vous dire ah c'est bon, je vais prendre soin de votre enfant intérieur, ça ne va pas se passer comme ça. Non, hein, dommage, voilà, tu croyais, non. Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, il y a tout ce système d'autoprotection qu'on a mis en place, tout ce système de déni par rapport à nos émotions. Il y a des gens qui sont anesthésiés, qui sont complètement coupés de leur corps. Et déjà, il va falloir refaire le contact. Parce que si, dès le départ, on s'assoit, vas-y, je me mets en contact avec ton enfant intérieur, enfin, même si on est trop fort, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il reprenne confiance en lui, qu'il reprenne confiance dans l'authenticité de ses sentiments et de ses émotions, voir réellement comprendre que ce qu'il ressent, c'est important. Comprendre que ce qu'il ressent, c'est peut-être plus important que l'image sociale qu'il donne de lui. Et petit à petit, essayer de rentrer en contact avec cet enfant intérieur. Et lorsqu'on a fait le contact, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors là, il y a une prière. Alors,
vous pouvez fermer les yeux, je peux vous la lire, vous pouvez la lire avec moi. Elle est jolie. Lorsque nous rencontrons l'enfant intérieur, il se peut que cet enfant soit triste. J'inspire. Je sais qu'il y a de la tristesse en moi. Bonjour ma petite tristesse. J'expire. Je vais prendre bien soin de toi. Je tiens à ce que tu saches que nous avons grandi. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux capables de nous protéger et de nous défendre par nous-mêmes. Il faut de la bienveillance, il faut materner, paterner son enfant intérieur et l'accompagner. Et lorsque nous l'avons rencontré, il faut dialoguer avec lui, ne pas le laisser tomber une seconde fois, le faire sortir de son passé, le faire remonter avec nous et aussi le faire profiter de nos bons moments au quotidien, c'est-à-dire que si on va s'émerveiller devant un coucher de soleil, eh bien on attrape par la main son enfant intérieur, on dit regarde, on a du bol quand même, on est vivant, on a parcouru tout ça et on est là et je profite avec toi, avec tous mes moi-même. Je profite de ce spectacle, j'ai une chance de fou. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer toujours de le faire taire. Parce qu'à un moment donné, il croit qu'il est tout seul. Il n'est plus tout seul. Nous, on est adultes maintenant. Nous, on a grandi. Et on va aller savoir le chercher. Et on va lui dire, mais n'aie pas peur, moi j'ai grandi. Ok, c'était dur pour toi à un moment donné. Mais maintenant, j'ai quand même les solutions, tu vois. Je m'en suis quand même sortie. Et je vais te protéger. Je suis là pour toi. C'est ça qu'il faut. Pour moi, la démarche, elle est là. Faire le deuil de ce qu'il n'a pas eu, bon, essayer de rééquilibrer la balance, c'est-à-dire, bon, évidemment, j'ai des exemples simplissimes, hein, évidemment, mais si on n'a pas eu l'occasion d'aller aux fêtes foraines, eh ben, j'y vais avec lui, je le prends par la main, mais il faut y aller en conscience. Je ne suis pas en train, avec ma Gold Card sur Amazon, de m'acheter le dernier jeu vidéo, et vas-y, de façon compulsive, je ne suis pas en train de faire ça. Ou si je le fais, c'est que je le fais en conscience, mais dans ce cas, je ne le ferai pas comme ça. La différence, elle est là. On n'est pas dans l'addiction, on n'est pas dans la satisfaction, dans la recherche immédiate de compensation. On est vraiment dans la